Bonjour à tous et bienvenue dans ce Je ne nouveau vous webinaire entends pas. Chambre britannique et nous allons parler pour ce webinaire de transport et de logistique. Quel résultat Je n'entends rien. de la stratégie définie à l'horizon 2030? Alors Adil Bailly, je pense qu'il y a un petit problème technique, ne nous entend pas pour l'instant, mais ça va se résoudre dans quelques instants, on espère en tout cas. C'est un secteur aujourd'hui qui est plus que jamais lancé sur la voie de l'accélération, on peut le dire, avec une stratégie qui a débuté en 2020, avec une grande nouvelle qui est celle de l'attribution du mondial 2030. 2030, c'est dans un peu moins de 70 mois. Autrement dit, c'est demain. Ça va très vite et forcément, il y a beaucoup Bon, d'objectifs ça a commencé déjà, parce que je pour n'entends rien. dresser le panorama. Et bien qu'aujourd'hui, ce secteur pèse pour un peu plus de 5% du PIB, Déjà activé, c'est 420, déjà à 420 000 100%. emplois. Bon, on a le micro de M. Adil Bailly qui est activé. Je ne sais pas si vous entendez Adil Bailly. أنا ملي كنهضر كتسمعني؟ Alors, je disais 420 000 emplois, on va essayer de faire avec, c'est les aléas du direct. Et puis une stratégie qui est lancée avec Oui, je vous aussi un entends, oui, objectif sur le 94%. volet du transport routier, plus de 1000 kilomètres, notamment de routes supplémentaires d'ici l'année 2030. Alors, on va voir tout cela lors de ce webinaire. Je voudrais d'abord remercier nos différents sponsors, l'OCP, Spirit, Koutoubia, Africa, mais aussi RMA, Azura et l'ANP d'être avec nous ce soir pour nous soutenir pour ce webinaire d'information auprès d'un public très ciblé pour ce nouveau rendez-vous de la Chambre britannique de commerce. On va commencer peut-être avec Adil Bailly si il nous entend et si son micro se déverrouille. Adil Bailly qui est directeur de la stratégie de la coordination au ministère du Transport, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. On va parler avec lui eh bien, l'état des lieux de cette stratégie 2030. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en cette fin d'année 2024? Quelles sont aussi les priorités pour les prochains mois? Et puis, comment la question de la numérisation, de la digitalisation des services est en train d'être mise en place. Nous avons également le plaisir d'accueillir Mohamed Jaja. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc directeur central au sein de l'Agence nationale des ports. On vous attendra dans quelques instants pour nous parler justement des réalisations qui ont déjà été faites, les réalisations en cours également, et puis parler du défi de la durabilité dans votre secteur. C'est un élément indispensable. Et puis, Madame Nada Refas qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous êtes directrice des transports au sein de la SNTL. On verra avec vous justement comment la SNTL s'inscrit dans cette stratégie, quelle est également la vision et quelle connectivité régionale et internationale on peut espérer pour le Maroc dans les prochains mois d'ici 2030. Alors je ne sais pas si Adil Bailly m'entend correctement et si son micro est actif. Rebonsoir, une nouvelle tentative. Non, toujours pas. On va commencer avec vous, Nada Rifas. Allez à du direct. Peut-être pour poser le décor justement de cette stratégie, je sais que vous nous avez préparé une belle présentation. Peut-être d'abord, pour commencer à planter le décor, un rappel aujourd'hui de la SNTL, comment ça va, comment vous vous portez, et puis une brève présentation. Parfait. Donc, pour la SNTL, donc comme tout le monde sait, la SNTL est une entreprise rattachée dont le ministère de tutelle est le ministère des Transports et de la Logistique. On opère donc dans le domaine du transport routier, aussi donc au niveau de l'entreposage par le biais de notre plateforme logistique de Mohamedia. Oui. Notamment aussi par des méades, lancement de certains méades sur Mohamedia dans la région du nord du Maroc aussi. La SNTL aujourd'hui se positionne confirme sa place d'agrégateur, principalement de petits transporteurs. Donc pour essayer de développer notre écosystème de transport. Donc, la SNTL s'est inscrite ces dernières années dans une amélioration en fait continue en lançant certains projets, notamment une étude sur la stratégie et la restructuration de la SNTL. Se lance aussi sur certains projets, notamment actuels, dans tout ce qui est digitalisation, automatisation de ces process pour, d'un côté, améliorer le service client, mais de l'autre côté, accompagner et professionnaliser le secteur. Et enfin, a lancé une étude de décarbonation de ses activités. Donc, par ces activités, il y a de nombreuses activités, notamment le transport et la logistique, mais il y a aussi le service aux administrations, donc la gestion du parc de l'État, qui fait que cette décarbonation, en fait, comprend aussi bien le transport, qui est, comme on dit, le sait bien,
le maillon faible de la logistique est aujourd'hui un des maillons importants en termes d'impact, comme on sait quand on parle de décarbonation. Et voilà. Donc, ma petite présentation, next. Oui, qu'on voit effectivement. Et donc là, on va parcourir un peu avec vous finalement les différents chantiers sur lesquels aujourd'hui la SNTL est pleinement engagée. Exactement. Donc, juste pour vous donner encore une présentation un peu plus globale de la SNTL, pour ces trois domaines d'activité, ces trois grands domaines d'activité, qui sont, comme je vous disais, le transport d'un côté. Donc, avec en tant que gestionnaire donc agrégateur de transporteurs, mais aussi avec notre flotte propre, vu que la SNTL a une flotte propre en son sein, et aussi par le biais de tout ce qui est gestion de gares routières ou bien participation dans des gares routières de voyageurs. De l'autre côté, le deuxième domaine d'activité, c'est la logistique. Donc, quand on parle de logistique, il y a deux grands axes en logistique. Il y a la logistique, l'immobilier logistique, et il y a aussi tout ce qui est service logistique, donc en manutention et solutions logistiques en interne. Et enfin, le troisième domaine qui est, je pense, le moins connu, mais le non moins important, qui est le service au parc de l'État. Donc, la SNTL gère l'ensemble du parc de l'État, gère de bout en bout, donc de l'acquisition dans certains cas jusqu'à sa réforme, en passant par tout ce qui est réparation, entretien, maintenance et en fait gestion du cycle de vie de l'ensemble du parc de l'État. Donc voilà. Par rapport à la SNTL, comme je vous ai dit, on a eu plusieurs chantiers importants ces dernières années, notamment durant les années 23 et maintenant 24. Next. Alors la slide suivante, elle s'affiche, la voilà. Voilà. Donc là, on va Donc, découvrir. comme je vous ai expliqué, on a lancé une étude une étude stratégique pour le repositionnement de la SNTL par rapport aux besoins aussi bien économiques donc de notre écosystème, mais aussi par rapport aux besoins de nos clients, le positionnement, les axes stratégiques du Maroc. Donc, ces missions, l'objectif principal de la nouvelle vision SNTL, c'est vraiment devenir le partenaire privilégié pour des solutions de transport et de mobilité durable, grâce à une proposition de valeur combinant à la fois nouvelles technologies et expertise métier. Comme je vous ai expliqué, on a d'autres chantiers donc en parallèle de la décarbonation, d'automatisation et de digitalisation de toutes les activités de la SNTL. Donc, c'est vraiment cette option de maintenir notre expertise et de la mettre à niveau avec la nouvelle version SNTL, plus digitale, plus automatisée, permettant un meilleur service aussi bien pour nos utilisateurs clients que pour nos partenaires donc en amont. Donc, les grandes orientations aujourd'hui stratégiques ont un impact qu'on a programmé à horizon 2035 par rapport donc aussi bien à notre parc flotte propre qu'à notre parc agrégé, qui est l'ensemble des partenaires transport qui travaillent avec nous au niveau de la SNTL. Et là, en termes de chiffres rapidement, on parle d'une flotte à peu près augmentée de 70% de véhicules pour la flotte publique, donc flotte de l'État, pardon, et à peu près 80% de parcs gérés de manière dématérialisée en plus. Donc un grand pas en avant en matière de digitalisation sur ce volet en tout cas. Exactement. Ce sont vraiment les gros chantiers aujourd'hui du Maroc auxquels la SNTL adhère parfaitement et a déjà démarré. Donc, slide suivante, je vous prie. Alors il y a un petit décalage, je crois qu'elle arrive, la slide suivante. Les décalage, c'est bon, elle est là. Donc, au niveau donc de la nouvelle vision de la SNTL, donc elle s'agrège, comme je vous ai dit, autour de deux grands axes. Donc, devenir l'agrégateur concernant le transport et la logistique, devenir l'agrégateur de référence dans le domaine du transport et de la logistique, mais aussi en parallèle agir comme bras de l'État pour promouvoir tout ce qui est mobilité et efficace et durable en fait. Donc, les piliers principaux, c'est ça. Et les objectifs, donc on a réparti ça en plusieurs chantiers. Chaque chantier, bien sûr, avec des impacts, une estimation.
Et ça nous permet donc, comme vous pouvez le voir, on parle donc de digitalisation dans l'agrégation transport. On parle aussi bien d'optimisation parce qu'on sait bien quand on parle de décarbonation aujourd'hui, le premier point focal qui est, on va dire, le premier point avec le plus grand impact, c'est bien l'optimisation des transports. Avant de parler d'autres axes développés, par exemple l'investissement dans des énergies renouvelables, dans un parc roulant plus économique, dans des hydrocarbures et autres, on parle d'optimisation de fret retour qui permet la plus grande, qui a le plus grand impact en fait. Ensuite, au niveau de notre modèle, on a un historique à la SNTL qui est assez long, donc du BCT, Bureau central du transport, l'ONT, l'Office national des transports, puis depuis 2007, SNTL, donc Société nationale de transport et logistique. On a un objectif en tant qu'agrégateur de pouvoir permettre aussi bien à nos clients qu'à nos partenaires de transport de leur permettre d'avoir un partenaire transparent. Donc, de revoir notre modèle économique et de le rendre un maximum transparent, aussi bien, donc, comme je vous disais, pour nos clients que pour nos partenaires. Et ça, par la mise en place d'un modèle de commissionnement transparent, conforme aussi bien à la réglementation qu'aux besoins de nos partenaires clients et partenaires transporteurs. Et enfin, on parle donc d'agrégateurs de petits transporteurs. On se doit donc d'apporter une valeur ajoutée et ça passe par le soutien à nos partenaires. Donc le soutien de nos partenaires, on parle de labellisation, on parle de conseils, d'accompagnement. Donc ça, c'est un autre chantier qui est pris à la SNTL au sérieux depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, on l'a vraiment mis comme un axe stratégique et périn. Alors, de l'autre côté, dans le deuxième pilier qui était d'agir comme bras de l'État pour promouvoir la mobilité, on parle de 3 grands objectifs qui résument assez bien donc la stratégie et qui sont, on va dire, parallèles de l'autre côté de tout ce qui est agrégateur de transport, qui sont la digitalisation de la flotte de l'État, la rationalisation des dépenses de la flotte en tant qu'acteur public et la modernisation de cette même flotte pour entraîner une décarbonation au mieux en fait, une meilleure décarbonation. En parallèle de ça, bien sûr, on a dû sortir pas mal de chantiers transverses qui sont censés nous accompagner, nous permettre, comme dans le domaine, certains appellent ça des neighbors. Donc, c'est pour vraiment nous aider, nous accompagner, nous donner les moyens et les cartes en main de pouvoir réaliser nos objectifs. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu un saut dans un le saut dans futur. les slides. Voilà, exactement. Ah, Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, peut-être le slide suivant. Non, Bon, oui. voilà. Donc la vision, donc juste pour résumer à peu près, donc le positionnement aujourd'hui, la vision principale de la SNTL et sa projection sur le horizon 2035. On a comme objectif donc de se recentrer sur nos activités à forte valeur ajoutée et d'assurer aussi leur croissance par expansion et intégration verticale. Donc ça passe, comme on a dit, par la modernisation et renforcement de nos activités et aussi avec quand on parle d'extension du périmètre, c'est tout ce qui est élargissement de l'activité, développement d'une offre encore plus apte à répondre aux besoins de nos clients en fait et de l'écosystème. Donc voilà, en gros, une rapide présentation de la SNTL. Qui était la SNTL, dans quoi elle s'inscrit aujourd'hui. Bien sûr, comme en tant que société à capital public, s'inscrit dans la grande vision nationale, mais réellement, comment se décrit donc son projet. Différents chantiers effectivement qui sont riches et variés, on le voit bien. Nadar Efas, tout cela de toute façon répond à un objectif, c'est d'améliorer encore et toujours la connectivité régionale et internationale. Sur ce chantier-là, aujourd'hui, on le voit à travers cette vision, mais j'imagine qu'il y a des priorités sur lesquelles vous travaillez.
pour permettre d'accélérer la cadence encore, d'intensifier cette connectivité? Bien entendu, les priorités aujourd'hui, on sait bien que c'est tout ce qui est, comme on a dit, digitalisation. Ce sont les grands axes, donc digitalisation, automatisation. Donc, investir aujourd'hui, il faut, pour avoir un meilleur service et une activité pérenne et aider aussi, comme on s'inscrit dans la pérennité en fait de l'économie marocaine. Les grands axes aujourd'hui, c'est tout ce qui est transformation digitale, forcément, investissement dans tout ce qui est automatisation, donc analyse big data, outils technologiques, etc. Donc en gros, ça reste quand même excusez-moi, les grands axes stratégiques aujourd'hui. Nada Rifas, merci. Je rappelle que vous êtes directrice des transports à la SNTL. Bien sûr, vous restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de questions qui commencent déjà à arriver. On va donner la parole à Monsieur Adil Bahi qui nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire de la Chambre britannique. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation. C'est toujours également un plaisir. Pardon? Également un plaisir partagé. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la deuxième fois que je suis invité à participer à un webinaire de la Chambre britannique. Et je vais essayer de répondre à la requête que j'ai reçue par rapport à ça en termes de contenu de présentation. Donc, l'objectif, c'est de faire le point sur les avancées réalisées en matière d'infrastructures de transport et de logistique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais j'ai jugé utile en plus des résultats, de donner un peu les perspectives d'avenir. Alors, je rappelle juste, oui. Pardon, excusez-moi, Adil, je rappelle juste parce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais depuis, il y a des nouvelles personnes qui se sont connectées. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc directeur de la stratégie et de la coordination au ministère du Transport. Et effectivement, ce qu'on va voir avec vous le disiez, c'est donc l'état des lieux de la stratégie et les priorités actuellement qui sont en ligne de mire. Tout à fait. Donc, je vais essayer d'articuler cette présentation autour de 3 points. D'abord, un aperçu sur le secteur du transport et de la logistique au Maroc. Oui. Parce que c'est toujours bien de regarder un peu dans le passé pour pouvoir c'est-à-dire planifier l'avenir. Et donc, le deuxième point, c'est la vision du ministère à l'horizon 2030. Donc, c'est l'horizon que tout le monde attend aujourd'hui avec l'organisation de la Coupe du Monde. Et quelques exemples après de projets d'infrastructure qui sont programmés sur cette période. Next. Ouais. 2030, effectivement, c'est demain. C'est dans moins de 70 mois, ça va vite. Ah oui, en plus avec la quantité de projets que nous prévoyons de faire, il faut vraiment se mobiliser pour pouvoir être au rendez-vous. Cette fois, on n'a pas droit à l'erreur. On a déjà fait pas mal de choses. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a un délai qui est très contraignant, c'est-à-dire on n'a pas droit à l'erreur et donc il faut se mobiliser. Donc je disais par rapport c'est-à-dire aux résultats aujourd'hui, je rappelle simplement que ce secteur a connu une transformation très importante depuis l'ascension de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, au trône, donc en 99, et conscient de l'importance de ce secteur pour le développement du pays. Donc il a donné un réel boost, une vraie dynamique a été déclenchée dans ce secteur, avec d'abord des réformes institutionnelles et réglementaires. Il y en a plusieurs, la transformation de la SNTL en fait partie, mais si on doit retenir le point commun entre toutes ces réformes, c'est celui de la libéralisation. Donc la libéralisation d'un secteur de services, donc c'est un secteur de services où la qualité et le coût sont très importants, et donc la libéralisation comme étant un garant de la bonne qualité et l'optimisation des coûts. Donc, c'est un principe qui a été adopté depuis longtemps, et à travers ça, nous avons pu libéraliser le transport routier de marchandises
Et c'est à l'occasion de cette réforme que un peu plus tard, l'ONT, l'ex-Office national des transports, a été transformé en Société nationale des transports et de la logistique. Le transport aérien également a été libéralisé, le transport maritime de marchandises. Il y a eu la libéralisation des services d'exploitation portuaire, donc avec la création de l'ANP, l'Agence nationale des ports, le lancement de plusieurs réformes institutionnelles donc, qui concernent la création, non, pas encore s'il vous plaît, un cadre réglementaire en tout cas qui a été modifié pour permettre la mise en œuvre de cette libéralisation qui a surtout concerné la partie transport de marchandises. Et en parallèle, donc next, parallèlement à toutes ces réformes, donc plusieurs stratégies et plans d'action ont été lancés sur la partie infrastructure. Donc d'abord pour rattraper le retard qui caractérisait un petit peu le secteur de l'infrastructure de transport et pour faire bien les choses, donc il a fallu prendre le temps de bien planifier ça. Donc dans les différents secteurs de transport et de la logistique, nous avons élaboré des visions à long terme, donc 2030, 2040. Donc ça, c'était dans le début des années 2000, donc il y a 20 ans. Donc nous avons le plan rail 2040, les schémas directeurs autoroutiers, donc les différents schémas qui sont succédés, le programme de modernisation des routes et des voies express, le programme des routes rurales, la stratégie portuaire à l'horizon 2030 et enfin la stratégie du développement de la logistique. Donc pour chaque secteur, il y a une vision qui est claire avec des objectifs qui sont clairs et qui épousent un petit peu ce principe de base qui est la libéralisation de l'activité avec un rôle de l'État qui se limite, c'est-à-dire à veiller à ce que les règles de concurrence soient respectées. Donc, next. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on le voit bien, chaque chantier a eu différents paliers qui ont été franchis. Il y a fréquemment, on va dire tous les 5 ans, 10 ans, de nouveaux paliers qui sont tirés comme objectif. Hein. Oui, après, en termes de mise en œuvre, il y a effectivement une vision à long terme qui va, comme j'ai dit, jusqu'à 2030, 2035, 2040. Mais en termes de mise en œuvre opérationnelle, on a besoin de faire des plans d'action sur un terme plus court, donc 3 ans, 5 ans. Et c'est comme ça que tous les contrats programmes ont été signés avec les différents établissements publics. Donc, c'est des contrats sur 3 ans jusqu'à 5 ans maximum qui définissent les projets, les montages de financement, le système de gouvernance, etc. Et un suivi donc régulier. Donc tout ça a permis effectivement de moderniser l'infrastructure. Et donc au cours de cette dernière période, donc à peu près les 2 dernières décennies, nous avons pu constituer on va dire un patrimoine d'infrastructure qui est très développé par rapport à celui que nous avons avant. Et donc, aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 km d'autoroute et 1600, à peu près presque 2000, ce chiffre n'est pas actualisé, de voies express. Les voies express sont des autoroutes gratuites, en fait. Donc, on peut dire qu'on a à peu près 3600 jusqu'à 3800 km d'autoroute, 2300 km de chemin de fer avec le premier projet de ligne grande vitesse en Afrique. 43 ports, dont 13 ouverts au commerce extérieur, des aéroports, des plateformes logistiques. Donc nous avons 19 aéroports internationaux qui connectent le Maroc à plus de 150 destinations. Les ports aussi, nous avons le port de Tangier qui peut pratiquement, qui offre des services de transport depuis le Maroc jusqu'à pratiquement l'ensemble du globe. Donc via une connectivité très importante. Et donc, aujourd'hui, une référence sur le continent africain et à l'international. C'est ça. Cela dit, beaucoup de choses, bien sûr, restent à faire. Mais je rappelle simplement, next, s'il vous plaît. Je rappelle simplement que tout cet effort qui a été fait dans l'infrastructure a coûté quand même trop cher. C'est des infrastructures qui sont très budgétivores, donc qui nécessitent des investissements importants. Aujourd'hui, nous avons
mis beaucoup d'argent public dans ces infrastructures, nous sommes endettés, et on peut dire que ce système a atteint un peu ses limites, et donc nous avons besoin aujourd'hui de réinventer notre système de, on va dire, de financement de projet pour pouvoir continuer cette dynamique et maintenir le rythme. Mais les enjeux aujourd'hui sont différents des enjeux qu'il y a 20 ans. Donc si autrefois il fallait rattraper le retard, aujourd'hui il faut d'abord préserver ce qu'on a fait, mais aussi maintenir le même rythme, ce qui nécessite donc des investissements très importants, et d'où le sujet du financement qui se pose. Il y a d'autres enjeux très importants comme les sujets de changement climatique, donc les sujets d'adaptation d'infrastructures, des sujets des besoins plus importants des citoyens et de l'économie, donc des besoins plus importants, une pression climatique, des besoins plus importants en termes de financement. Donc tout ça, on l'a intégré dans notre vision d'avenir pour continuer sur ce terme de 2030, et d'où la vision du ministère. Donc je vais parler un petit peu de la vision d'avenir. Donc next s'il vous plaît. Suivant. Voilà, donc notre vision tient en considération, donc c'est pas une rupture en fait avec ce qui s'est passé, mais c'est un réajustement stratégique pour tenir compte des nouveaux enjeux qui sont bien sûr clairement identifiés, et on se base pour ça bien sûr sur les orientations royales, le nouveau modèle de développement qui a consacré une bonne partie au sujet du transport et de la logistique, et de la compétitivité logistique surtout. Le programme gouvernemental qui, lui, essaie de reprendre ces objectifs du nouveau modèle, et bien sûr tous les enjeux qui concernent le secteur. J'ai cité les changements climatiques, la sécurité des transports, la préservation du patrimoine existant, etc. Mais il y a tous ces besoins qui ont changé, c'est-à-dire aujourd'hui les besoins sont plus importants, les citoyens sont plus exigeants en termes de qualité, en termes de sécurité, l'économie est plus demandeur en termes de rapidité, d'efficacité des infrastructures. Et donc aujourd'hui, tout ça nous a permis de se fixer une vision qui va s'axer autour, suivant s'il vous plaît, qui va axer notre intervention sur quatre axes essentiels, donc l'infrastructure, la connectivité, les opérateurs et la gouvernance. Donc l'infrastructure, comme j'ai dit, c'est important de poursuivre l'effort qui est fait sur l'infrastructure. La connectivité, donc avec nos partenaires, hein, la connectivité, c'est pas l'infrastructure, c'est les relations surtout que nous avons avec tous nos partenaires européens, américains, asiatiques, etc. Et donc tout ça, c'est un petit peu on va dire des accords bilatéraux. Et donc cette partie connectivité complète l'infrastructure pour pouvoir profiter du plein potentiel de l'infrastructure, et aussi les opérateurs. Nous avons besoin d'opérateurs qui soient compétitifs et qui soient mieux structurés qu'aujourd'hui. Marocains, bien sûr. C'est un sujet de souveraineté en fait, donc nous avons besoin sur ce marché qui est ouvert, qui est libéralisé, que l'opérateur marocain soit présent, et donc ça fait partie de nos axes d'intervention de manière à ce que nos opérateurs soient plus compétitifs pour qu'ils puissent être présents justement. Et un axe transversal qui concerne de façon générale la gouvernance, et quand je dis gouvernance par rapport à ça, c'est surtout les sujets de coordination. Next, s'il vous plaît. Alors, notre vision, tenant compte de tout cela, c'est que le ministère soit performant et innovant pour un transport inclusif et durable. Donc, le sujet d'inclusivité, il revient aujourd'hui comme un enjeu stratégique. Il ne faut pas que cette dynamique de développement exclue qui que ce soit, il faut que ça puisse bénéficier à tout le monde. Donc, le mot inclusif a tout son sens dans notre vision, durable et une logistique plus compétitive au service du développement économique du pays.
Et donc, cette vision devrait normalement répondre à 4 enjeux principaux qui sont identifiés. Donc, la mobilité durable. Donc, on sépare tout ce qui est personnes de marchandises. Nous avons besoin que les services offerts aux citoyens, mais aussi aux touristes, soient inclusifs et durables. Nous avons besoin que notre logistique soit plus compétitive avec le moindre coût possible. Et il y a un sujet de gouvernance. Il faut que la gouvernance soit un levier pour permettre de faire avancer les choses et non un frein, car des problèmes de coordination et de gouvernance souvent bloquent l'avancement des choses. Et il y a un enjeu finalement de performance interne du ministère qui concerne tous les aspects de gestion, de digitalisation, de dématérialisation, de services rendus, etc. Donc, sur la partie mobilité, next s'il vous plaît. Sur la partie mobilité, l'objectif est de rendre le transport public plus attractif et de faire de ce transport public le principal mode de transport des déplacements des citoyens marocains. Alors, sur les routes, nous avons les autocars. Je précise que notre ministère ne s'occupe pas des transports urbains. On s'occupe seulement des transports interurbains, donc par autocar. Et par rapport à ça, nous voulons que le transport par autocar soit plus attractif qu'aujourd'hui. Il ne l'est pas, il n'est pas très attractif aujourd'hui pour des sujets de qualité de service, de sécurité, pour plusieurs raisons. Et donc, nous travaillons sur pardon. C'est les moyens d'améliorer. Comment? C'est les moyens d'améliorer cela. Oui, dans les projets, je vais revenir sur les moyens. Donc, sur la partie chemin de fer, donc essentiellement deux projets structurants, la poursuite de la ligne grande vitesse qui vient de Tanger jusqu'à Marrakech, et cela permettra de libérer la capacité sur le réseau existant pour pouvoir développer un service de transport régional type RER au niveau des grandes agglomérations, Casa, Rabat, Marrakech et Tanger. Sur la partie transport aérien, nous voulons faire de l'aéroport de Casablanca un hub majeur qui connecte les quatre continents et donc qui place le Maroc dans la chaîne, on va dire, mondiale de transport aérien, comme Istanbul, comme Paris, mais sur un positionnement spécifique qui est celui de l'Afrique avec le reste du monde. Et enfin, pour le transport maritime, donc il y a un sujet très important là, c'est le développement d'une flotte nationale. C'est quelque chose qui est venu dans un discours royal et donc nous travaillons dessus. Sur la partie logistique, donc il faut que notre offre de transport routier soit… slide suivante s'il vous plaît. Donc ça pour les personnes, pour le transport de marchandises et l'entreposage, etc. En tout cas, toute la chaîne de manutention et de transport des marchandises, nous voulons développer une offre plus compétitive à travers des zones logistiques de massification dans différentes régions du royaume. Donc nous avons identifié un réseau prioritaire à développer d'ici 2028 qui comprend 8 zones logistiques de massification, dont 4 sont déjà lancées et 4 sont en cours de lancement. Donc, ça dépend juste des procédures de mobilisation du foncier et d'achèvement de certaines études techniques. Sur la partie maritime, donc, il y a le sujet de la flotte nationale. Par rapport à ça, donc, suite au discours royal, nous avons lancé une étude pour mettre au point un programme à très court terme, à court terme et moyen terme, pour mettre en place une flotte nationale sur les différentes filières de transport de marchandises que nous avons pu identifier, donc, qui ont un potentiel de positionnement pour le Maroc. Et enfin, la mise à niveau des entreprises de transport de routier de marchandises et de la logistique qui sont aujourd'hui caractérisées par un fort degré d'atomisation, c'est-à-dire c'est souvent des petites entreprises avec un seul camion, peu structurées. Voilà, donc ça concernant la logistique. Sur les aspects de la gouvernance, donc la slide suivante.
globalement, donc le sujet de la gouvernance, c'est un sujet surtout de cadre réglementaire et institutionnel et coordination entre les différents acteurs. Donc, je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, mais l'idée principale, c'est bien celle-là. Et le dernier, donc slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivant, c'est tous les projets que nous mettons en œuvre pour rendre notre ministère plus performant, plus innovant et plus agile à travers un certain nombre de mesures qui concernent, comme j'ai dit, la transformation digitale, le développement des compétences, la collaboration, la communication, etc. Voilà. Tout ça pour améliorer la performance, bien évidemment, et j'imagine l'optimisation de la logistique, entre autres. Tout à fait. Alors, sur la partie gouvernance, il y a un sujet surtout on va dire, de coordination de différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. C'est un sujet, à la base, la stratégie nationale, c'est une stratégie signée entre l'État, avec les différents ministères, et la CGM qui représente donc le secteur privé. Les filières concernées, donc distribution, import, export, carburant, agriculture sont identifiées, mais il y a, on va dire, des sujets de gouvernance ici, et donc ça fait de ce sujet de gouvernance une réelle priorité, surtout sur des aspects qui ne sont pas très, c'est-à-dire dont les limites et les périmètres ne sont pas très clairs, et donc qui nécessitent une meilleure coordination. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, c'était important de dire un peu quel est le rationnel derrière tous les projets que je vais présenter là tout de suite. Donc, voilà, concrètement, il y a une batterie de projets qui sont identifiés, qui, à travers eux, on va pouvoir un peu atteindre les objectifs que j'ai cités et surtout répondre à tous les enjeux que je viens de citer. Et donc, sur la partie ferroviaire, comme j'ai dit, c'est un programme ambitieux qui totalise à peu près 100 milliards de dirhams, donc c'est l'équivalent de 10 milliards d'euros pour développer donc le réseau de grande vitesse jusqu'à Marrakech, et parallèlement à ça, développer un service de proximité, un service de transport de proximité par le train, donc qui permet la massification des transports au niveau des grandes villes. Il y en a 4 en fait, c'est Tanger, Rabat, Marrakech et Casablanca. Donc l'idée est d'offrir des services de train très fréquents, donc à haute fréquence, toutes les 5, 10 jusqu'à 15 minutes maximum, qui relieraient les différents quartiers de ces grandes villes avec leur périmètre périurbain et même régional. Et sur la partie connectivité portuaire, donc nous avons la connexion ferroviaire du nouveau port de Nador Besmet qui va entrer en exploitation très bientôt. Il y a un programme très ambitieux qui est l'acquisition. Donc, tous ces projets de développement ferroviaire vont justifier l'acquisition d'environ 170 nouveaux trains. La taille de cette commande justifie l'idée de mettre en place une industrie nationale ferroviaire, et donc cette acquisition ne sera pas sous forme d'un contrat d'acquisition classique, mais sous forme d'un partenariat avec un opérateur, avec un industriel privé qui lui va investir dans l'installation d'une usine ici au Maroc. Bien sûr, les premiers trains vont être livrés tout construits, mais au fur et à mesure, les taux d'intégration doivent augmenter avec l'objectif qu'à la fin, d'ici 8 ans, 9 ans, les trains qui seront livrés, produits ici au Maroc, représentent un taux d'intégration de 70 à 80%. Slide suivante, s'il vous plaît. Là, on voit la carte de la connectivité. Voilà, juste pour illustrer un petit peu cette ambition ferroviaire de développer le réseau. Donc, en rouge, la ligne qui devrait être prête à l'horizon 2029, donc pour qu'elle soit exploitée dans le cadre
déjà de l'organisation de la Coupe du Monde. Et il y a un projet qui est aujourd'hui en cours d'étude pour étendre cette ligne jusqu'à Agadir. Donc, dès que les financements dès que les études seront finies et que les financements seront disponibles, là encore, c'est un projet qui va coûter au moins 50 milliards de dirhams, mais son montage de financement n'est pas encore prêt. Ce qui est prêt aujourd'hui, c'est la ligne jusqu'à Marrakech. La suivante, s'il vous plaît. Alors, juste un chiffre très intéressant, cela va permettre de réduire la durée de voyage en train de Tanger à Marrakech de 6 heures aujourd'hui à 2h45 minutes. Donc, grâce à ce TGV, je pense, à partir de 2029, en tout cas, on n'a pas le choix, on va pouvoir voyager de Tanger à Marrakech en train en seulement 2h45 minutes. Alors, comme cette ligne grande vitesse va être faite sur une ligne, on va dire en site propre, toute la capacité qui sera libérée sur les lignes existantes va permettre de développer les services de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de Casa, Rabat, Marrakech, il y a Tanger ici, mais qui ne figure pas. Mais il y a en fait, ce sont 4 villes qui vont connaître, c'est-à-dire la création de ce nouveau service. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est un projet très ambitieux qui va transformer la mobilité au niveau des grandes villes et leur périmètre proche. Toujours sur le ferroviaire, donc j'ai dit que nous avons un programme ambitieux, donc qui va nécessiter le développement de la flotte des trains, donc avec une partie pour le renouvellement, mais une partie pour le développement des services. Et justement, c'est tellement important en termes de volume que nous avons pensé à les produire localement. Et donc, il y a un contrat qui est en cours de négociation aujourd'hui pour installer une usine, donc en partenariat avec un industriel international, pour produire ici au Maroc, pour combler le besoin de l'ONCF et éventuellement exporter vers d'autres pays. C'est un projet qui va nécessiter quelque chose comme 16 milliards hors taxes, donc à peu près 20 milliards de dirhams TTC. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, sur la partie aérienne, il y a deux grands sujets. Le premier, c'est le hub de Casablanca. Donc, il y a un potentiel, de par la position géographique du Maroc, de saisir une opportunité au nord en mettant en place un vrai hub. Donc, nous avons besoin d'un aéroport qui puisse jouer ce rôle, mais également d'une compagnie nationale qui va, elle, s'installer au niveau de ce hub, qui est bien sûr la Royal Air Maroc. Donc, il y a le sujet du projet de Casablanca, donc très ambitieux, qui lui aussi doit être prêt en 2029. En tout cas, les études sont presque achevées, et donc les travaux seront lancés bientôt. Le deuxième sujet sur l'aérien, c'est les autres aéroports. Donc, qui ne sont pas hubs, les autres aéroports doivent accompagner l'augmentation du trafic. Aujourd'hui, on voit une augmentation à deux chiffres, 20%, 25%, 28% en termes d'augmentation de trafic entre 2022, 23, 24 et une reprise donc du tourisme extraordinaire, le retour des MRE. Et nous avons des aéroports parmi les aéroports principaux du Maroc, donc il y a des difficultés en termes de capacité, donc c'est une urgence d'augmenter la capacité de ces projets. Donc entre les augmentations de capacité des aéroports autres que Casablanca et le développement du hub de Casablanca, donc c'est un investissement total d'à peu près 20 milliards, donc ces chiffres sont un peu anciens, mais au moins 20 milliards de dirhams qui devront être dépensés. Je ne parle pas ici de la Royal Air Maroc qui a déjà signé son contrat programme avec l'État pour passer de 50 avions à 200 avions à l'horizon 2037. Et justement, c'est l'opérateur qui va se positionner au niveau de ce hub. Il est déjà sur le hub, mais il va renforcer sa présence au niveau de... Page suivante, s'il vous plaît. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Donc l'aéroport hub et l'augmentation de capacité des aéroports. Page suivante, s'il vous plaît.
Alors ça, c'est le programme de l'ARAM. Donc en 2023, il y a déjà plus d'une année, donc un contrat programme très ambitieux a été signé avec l'ARAM pour développer sa flotte et réaliser, concrétiser une transformation majeure dans sa façon dans son modèle opérationnel pour devenir un vrai connecteur mondial autour du hub de Casablanca. Cela nécessiterait d'augmenter la taille de la flotte, donc c'est pas possible de jouer ce rôle avec 50 avions. Donc l'idée est de renforcer la flotte avec 150 nouveaux avions. C'est un investissement d'environ 40 milliards de dirhams. Et l'idée est de passer de 7 millions aujourd'hui, je pense, à 10 à 31 millions de passagers en 2037 avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 milliards de dirhams. Donc il y a un appui de l'État par rapport à ce rôle. Donc c'est une ambition légitime de par notre positionnement et de par les expériences des autres pays qui ont pu saisir cette opportunité et créer une valeur très importante, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour la connectivité. Donc c'est tout bénéfice pour le pays qui arrive à disposer d'un connecteur mondial autour d'un hub moderne et fort. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le secteur maritime, mais on en parlera Sur le d'ailleurs maritime, il y quelques a, il y a- instants. Jaja. pardon? Non, je disais le secteur maritime, on en parlera notamment avec Mohamed Jaja dans quelques instants. Voilà, en tout cas, moi, c'est Mohamed, c'est la partie infra, nous, c'est la partie service. Ouais. Et donc, il y a un an, Sa Majesté avait appelé à engager une réflexion sur la création d'une flotte nationale de marine marchande forte et compétitive. Et suite à cela, nous avons engagé cette réflexion, effectivement, accompagnée d'un cabinet international. L'étude aujourd'hui avance très bien, elle est presque dans sa phase finale. Donc, nous avons pu identifier, c'est-à-dire on va dire les options stratégiques sur lesquelles cette nouvelle flotte pourrait se positionner, ainsi que le modèle économique de fonctionnement. Il y a un potentiel. Là encore, de par les atouts dont dispose le Maroc, quand on voit le nombre de ports et le nombre de ports ouverts au commerce international, le port Tanger-Med, Casablanca, etc., le potentiel des échanges que nous avons, et on a tous les atouts pour réussir cette ambition de créer une flotte maritime nationale qui soit forte et compétitive comme la veut Sa Majesté le Roi. Donc c'est un projet qui verra le jour, je pense, très bientôt, dès que, bien sûr, les montages finaux sont arrêtés et que, bien sûr, l'approbation de tout ça soit donnée. Ensuite, il y a, voilà, donc c'est les différentes phases. Aujourd'hui, on a identifié toutes les options stratégiques et on est en train d'analyser quelques options et très prochainement, nous allons commencer l'accompagnement qui fait partie de cette étude pour mettre en œuvre tout ça. La suite, s'il vous plaît. Alors, Marhaba, c'est un sujet très important parce que c'est une opération vraiment spectaculaire en termes de trafic. Donc, nous avons dans l'espace de 3 mois, donc plus de 3 millions de passagers qui transitent. Donc, c'est une opération complexe qui nécessite donc une intervention. Et c'est là l'un des enjeux auxquels il faut répondre via une flotte nationale. Donc, il y a certains déséquilibres entre les compagnies marocaines et étrangères qui opèrent sur le détroit. Et donc, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de rétablir cet équilibre et bénéficier pleinement de notre part de marché qui est 50%. C'est prévu dans l'accord maritime entre le Maroc et l'Espagne. Et en même temps, donner aux Marocains résidant à l'étranger ce sentiment de pouvoir faire ce retour sur des bateaux marocains portant drapeau marocain. La suite, s'il vous plaît. La suite.
C'est Alors, Adil l'opération. Baï, il va Hmm. falloir qu'on avance un petit peu parce qu'on est un petit peu en retard. Je pense que c'est la dernière slide. Très bien. Donc, on va parler logistique et développement routier, c'est ça? Voilà, je pense effectivement c'est la dernière slide. Mhm. Donc sur la partie logistique, comme j'ai dit tout à l'heure, notre vision, c'est d'accélérer le rythme de mise en œuvre des plateformes logistiques. Un programme prioritaire a été identifié avec 8 zones qui doivent être prêtes d'ici 2027-2028. 4 sont déjà en cours et il reste 4 à lancer dès qu'on achève les procédures. Donc c'est important ça va permettre de développer environ 750 hectares. Ces 8 plateformes totaliseront 750 hectares qui vont renforcer cet objectif de massification. Nous avons un programme de renouvellement des bus qui s'appelle C-Photocar. Donc, c'est un soutien financier à tous les transporteurs qui veulent acheter de nouveaux cars. Donc, avec une prime extrêmement intéressante, mais avec des conditions que ces autocars répondent à des critères de qualité et surtout de sécurité avec des packs, ce qu'on appelle packs de sécurité embarqués qui permettent une conduite sûre, une protection en cas d'accident, etc. Le renouvellement du parc de transport de marchandises aussi également, la formation des conducteurs professionnels et également le soutien aux opérateurs lorsque les prix des carburants dépassent un certain seuil. Voilà un peu la vision d'avenir et moi, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci à vous et si jamais il y a des questions, bien sûr, on peut Bien les... sûr. Merci beaucoup, Adil Baï. En tout cas, je peux être directeur de la stratégie et de la coordination au ministère du Transport. Et c'est vrai qu'on a eu un panorama complet, hein, justement, de l'état des lieux et des réalisations et objectifs qui sont dressés. On a des questions, hein. Vous restez avec nous, bien sûr, Adil Baï, puisque juste après l'intervention de Mohamed Jaja, qui va nous parler un petit peu des chantiers et des réalisations en cours au sein de l'ANNP, eh bien, on va prendre des questions des personnes qui sont avec nous et qui sont en ligne et qui suivent ce webinaire. Mohamed Jaja, rebonsoir. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à ce webinaire. Alors, je rappelle, vous êtes directeur central au sein de l'Agence nationale des ports. Peut-être d'abord en première question, un, comment va l'NNP? Et puis deux, quelles sont les principales réalisations aujourd'hui en matière de développement portuaire qui s'inscrivent dans cette stratégie à l'horizon 2030? Très bien, rebonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation et c'était un réel plaisir aujourd'hui d'être parmi vous. L'ANP, ça va très bien, les ports vont très bien et lorsque les ports vont très bien, ça veut dire que l'économie, c'est le pays, vont très bien parce que 90% de notre échange économique et notre panier ménager passe par les ports. Donc, Dieu merci, nous avons deux façades, une façade atlantique et une façade méditerranéenne qui nous permettent de continuer à vivre euh, pour plusieurs considérations. En tout cas, nos ports se portent très bien. Les chiffres, ils sont en plein couleur vert. Certes que nous avons connu des années qui sont un peu difficiles, notamment qui sont liées à la Covid, mais les ports, ils ont montré une certaine résilience et c'était les portes qui restaient ouvertes à l'échelle internationale. Donc On a pour une les gens, stratégie en plus, pardon, on a une stratégie ambitieuse justement en plus, hein. oui, oui, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AIMP, nous sommes l'autorité portuaire marocaine qui gère l'ensemble des ports marocains à l'exception de Tangemet, qui est une agence spéciale de la part de sa spécialité, qui est un port spécialisé surtout dans tout ce qui est lié au transbordement des produits, des conteneurs et des produits énergétiques et autres. Et aussi un hub logistique. Alors, comme vous savez que le Maroc a adopté, il a été rappelé par Sibahi, il a adopté en 2012 une stratégie nationale 2030. Par hasard, ça coïncide avec les échéances 2030 pour la Coupe du Monde et l'échéance de la stratégie nationale 2030, c'est 2030. C'est juste c'est un hasard. Donc, depuis l'adoption de cette stratégie, énormément de progrès, énormément de réalisations ont été réalisées dans le secteur portuaire. Et pour moi, le secteur portuaire, c'est un cas d'école pour les autres stratégies. Il faut réfléchir toujours out of the box, il faut toujours réfléchir au moment de l'établissement des stratégies indépendamment des contraintes, même des contraintes financières.
Je ne vous cache pas qu'au moment de l'établissement de la stratégie 2030 nationale 2030, les gens, ils ont vu les chiffres à l'époque, c'était des chiffres qui fait peur, hein. On a eu besoin de 75 milliards de dirhams pour mettre en place ces stratégies. Aujourd'hui, énormément d'avancées. La stratégie a parlé de 3 piliers. Le premier pilier, c'était la création des nouveaux ports, chaque pôle avec des pôles portuaires. Au niveau de l'oriental, c'était le projet de Nador Westmed. C'est un méga projet dont les derniers retouches sont en cours de réalisation et avec une ouverture à l'exploitation prévue en 2026. C'est un port vraiment en eau profonde, c'est parmi les ports en eau profonde à l'échelle méditerranéenne et ça va jouer un rôle très très important au niveau de la connectivité du Maroc et aussi au niveau de la compétitivité dans notre pays à l'échelle méditerranéenne et à l'échelle africaine et aussi à l'échelle internationale. Euh, il y a le port de Dakhla Atlantique, c'est un port en cours de construction qui va jouer un rôle crucial dans la connectivité du Maroc et d'intégration régionale, notamment avec la nouvelle vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en termes d'intégration régionale et la vision atlantique de notre pays pour mettre à profit toutes les infrastructures et la logistique portuaire, routière, ferroviaire de notre pays au service des pays de Sahel ami. Donc c'est un port en eau profonde qui est aujourd'hui en cours de construction. Un port phosphatique qui est en cours de construction par l'OCP. C'est un port spécialisé au niveau de la région de Lyon. C'est un port aussi qui est en cours de finalisation et l'exploitation va commencer incessamment. Euh, Ainsi, il y a d'autres projets qui sont. Il y a Safi Atlantique, dont les travaux ont été achevés depuis 2019. La première phase a été mise en exploitation. La deuxième phase, il est encore de réalisation. C'est un projet, cette deuxième phase, ça a nécessité plus que 6 milliards de dirhams. Et la troisième phase, qui est la dernière phase, il est encore d'étude. Et à travers l'engouement qui a été créé par ce port en termes d'investissement, parce que derrière ce port, il y aurait une zone industrielle logistique qui est en cours d'aménagement. Il y a beaucoup d'investisseurs qui convoitent cette zone. Donc, c'est un port qui va être similaire à celui de Georges Phosphore. Pour les gens qui connaissent un petit peu la région de Georges Phosphore avec l'OCP, avec les autres industriels qui sont installés et qui s'installent, vraiment le port, le Georges Phosphore, il est devenu le premier port en termes de trafic domestique. Je ne parle pas de Tangemet, qui est spécialisé dans tout ce qui est transbordement, mais pour le trafic domestique, en termes de trafic, c'est le port de Jos qui est en premier lieu. Il a dévancé Casablanca en termes de trafic. Et c'est grâce à sa positionnement, c'est grâce aussi à la zone industrielle qui est derrière. Et le nouveau port de Safi, vraiment d'ici quelques années, il va devenir, c'est un port similaire à celui-là, et aussi avec tout ce qui est l'infrastructure qui est derrière, la connexion avec l'autoroute, la connexion c'est un projet qui est projeté aujourd'hui, de le connecter à la voie ferrée. Tout ça fait de ce port-là un hub industriel et logistique qui va jouer un rôle important dans notre carte portuaire marocaine. L'autre pilier de la stratégie, c'était les extensions du port existant. Je ne vous cache pas, si on prend la carte du Maroc de Saïdia, le port de plaisance Saïdia, jusqu'à le dernier port construit au sud du Maroc, c'est Louis El Meiris, c'est au sud à 300 km de Dakhla, qui est vraiment au niveau je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Et on vous entend bien, Mohamed Jaja. On a une petite coupure au niveau de la vidéo, mais on vous entend bien. Très bien. Je parlais de dernier port qui est aujourd'hui au niveau du port À de l'extrémité Meiris, sud. Oui. en plein vers le sud du Maroc. Et depuis Saïdia jusqu'à Almérie, je peux vous dire que l'ensemble des ports, grâce à ces stratégies, ont connu des extensions importantes. Chacun de sa spécialité, des ports de pêche, des ports de plaisance, des ports de passagers. M. Bahi a parlé de l'importance, par exemple, de Marhaba pour le passage de nos compatriotes éméreux. Le port de Nador Beninsar a connu une grande extension sur
la, le volet d'activité passager avec une modernisation de la gare maritime. C'est une gare maritime qui va jouer un rôle très important lors de l'accueil du Maroc de la Coupe du Monde 2030 parce que il y aurait certainement des navettes entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc et les autres pays européens. Donc, avec les postes qui ont été réalisés et dans les approfondissements qui ont été réalisés, avec la modernisation de la gare maritime, ce port-là, bien évidemment, va jouer un rôle qui est très important. Le port de Hoceima, il a connu une transformation radicale avec l'introduction de la composante plaisance. Aujourd'hui, les gens qui visitent Hoceima, forcément, il est devenu le port, il est devenu une adresse indispensable pour les visiteurs et pour les vacanciers pendant l'été. Et j'en passe jusqu'à Casa, un grand port, un grand investissement qui a été réalisé pour accompagner d'autres stratégies. La gare maritime, par exemple, pour les croisiéristes, c'est une première au Maroc. Certes que nous avons des gares au niveau de Tanger, surtout au niveau de Tanger, mais c'est surtout pour les passagers. Mais c'est là, c'est un terminal dédié pour les croisiéristes et ça va permettre un petit peu de créer une expérience de voyage pour ces croisiéristes. Un grand chantier naval, qui va constituer un projet pilote pour toute une stratégie d'industrialisation navale au niveau du Maroc, que ce soit pour la réparation ou aussi pour la construction navale. Nous espérons d'ici peu de temps qu'on ouvre ces projets-là, en sus de nouveaux ports de pêche, un port innovant qui va permettre de créer un espace pour l'usager du port, et que ce soit pour l'usager, que ce soit pour la capture au niveau de Casablanca, parce que cette ville, le poumon économique de notre pays, mérite plus que ce que nous avons réalisé compte tenu de son rôle important dans notre développement. Alors, Mohamed Taja, pardon, on va parler dans quelques instants justement des enjeux de durabilité peut-être et de réduction de l'empreinte carbone. Vous voulez compléter cette première partie de réponse parce que je voulais vous parler avec vous également de peut-être l'enjeu de la réduction des délais d'attente en matière justement qu'un gros défi en matière de coût logistique. Alors, pour résumer cette partie, comme j'avais dit, tous les ports, Jof al Safi, Agadir, tous les ports ont connu des extensions importantes. C'est dans le cadre de cette stratégie. Le dernier point de la stratégie, c'est le maintien de l'existant. Donc, Oui. tous les ports, il y a tout un programme, une politique de maintenance pour un petit peu sauvegarder l'existant. Par rapport à la deuxième question, qui est les principaux défis contenus qui sont liés à la réduction des délais d'attente et des coûts logistiques liés à la manutention des marchandises dans les ports, effectivement, c'était un sujet. Et c'est parmi les objectifs de la stratégie, c'est que le coût de passage au niveau des ports et le coût logistique d'une manière générale, ça pèse. Ça pèse au niveau de l'économie, ça pèse au niveau de charges, et ça pèse en termes de coûts. Ce sont des coûts qui sont passifs pour les opérateurs économiques dans notre pays. Un grand effort a été réalisé, que ce soit en termes de hard, que ce soit en termes de soft. En termes de hard, c'est tout ce qui est extension, nouveaux ports, etc., tout ce qui a été réalisé en termes d'infrastructure, et aussi un grand effort en termes de digitalisation des processus, et tout ce qui est lié à la documentation portuaire. Il est presque digitalisé depuis l'expression du besoin jusqu'à le paiement. Et il y a aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Portnet. C'est une plateforme aujourd'hui qui est une fierté parce que la digitalisation au niveau du secteur portuaire, il a démarré bien avant, que cette révolution digitale qui a touché tous les secteurs. Aujourd'hui, cette plateforme joue un rôle important de la facilitation des procédures administratives et tout ce qui est lié à la documentation pour les opérateurs. Il y a énormément de papiers, énormément des process qui ont été digitalisés. Il reste quelques chantiers, mais c'est un pas très, très en avant, et l'expérience marocaine, elle a été dans ce domaine-là exportée vers plusieurs pays. Elle a été partagée notamment avec les pays africains dans le cadre des partenariats qui nous lient avec les pays. Tout ça a fait qu'on a gagné énormément. Je peux citer qu'avant, par exemple,
avant la mise en place de ce portnet, par exemple, le délai de 6 jours de conteneur au port de Casablanca a passé de 13 jours jusqu'à 7 à 5 jours. C'est juste le délai nécessaire pour faire les contrôles réglementaires des marchandises. Et ça, c'est un pas très important. En termes d'investissements qui ont été réalisés, que ce soit directement par l'autorité portuaire, en l'occurrence l'AIMP, que ce soit les opérateurs portuaires, le secteur privé, et afin que les investissements en termes de portique, en termes de moyens de manutention, en termes d'extension des capacités de stockage, etc., afin que le traitement et le délai de passage au niveau de ces ports-là, il a vraiment nettement amélioré, surtout avec la mise en place de la stratégie nationale de la logistique, qui va jouer avec la création des ports secs, notamment celui de Casablanca au niveau de Zeneta, dont le montage est en cours de bouclage, la réflexion sur la création d'un port sec au niveau d'Agadir. Donc tout ça fait que le passage et le gain en termes de time, de transit time au niveau du port, et on a fait vraiment des grands pas. Voilà un petit peu par rapport à cette question. La Et dernière, donc sur la durabilité, parce que c'est ces sur stratégies la de mise durabilité, la durabilité d'une manière générale, la politique RSE, on a commencé ce sujet-là bientôt aussi. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait un bilan carbone de nos ports pour un petit peu savoir quelle est notre empreinte carbone au niveau des ports et quelles sont les activités qui créent un petit peu plus de, soi-disant, créant un peu qui ont plus d'empreintes que d'autres sur toutes les activités portuaires qui sont liées au commerce, la plaisance des passagers, la pêche, etc. Donc, ce bilan de carbone a fait que nous a donné qui sont les secteurs et qui sont les leviers sur lesquels on doit travailler. À partir de cette étude, nous avons fait une feuille de route de développement durable de nos ports qui est un pilier qui est très important, qui est un pilier dans le verdissement du port, qui est devenu parmi les axes stratégiques aujourd'hui des stratégies de l'AMP, d'une manière un peu précise. Aussi, il a été upgradé d'être parmi les piliers de la stratégie portuaire marocaine. Le verdissement du port et le plan de verdissement du port aujourd'hui, c'est un sujet, surtout avec l'avènement des filières qui sont liées à l'hydrogène, la transition énergétique, le GNL, etc. Donc tout ça fait que, et nous avons tout un programme qui est clair, que ce soit sur le volet électricité, parce que notre objectif, c'est d'être efficace sur le plan énergétique, avec l'utilisation de tout ce qui est lié aux équipements qui peuvent nous permettre de réduire davantage notre consommation interne. Aussi l'intégration des énergies renouvelables. D'une manière directe, nous avons fait des études un petit peu pour identifier au niveau des ports quels sont les espaces où on peut mettre des champs photovoltaïques ou carrément, surtout dans les provinces du sud, des champs éoliens qui vont nous permettre un petit peu de produire notre propre énergie. Et nous travaillons actuellement sur un autre levier qui est celui de profiter de l'énergie qui nous est donnée par la houle, les marées, etc. C'est un sujet dont nous essayons d'avoir des idées pour l'intégrer au niveau de notre mix énergétique. Je ne vais pas parler de tout ce qui est lié à l'antipollution et ça, parce que tout ça, on les fait d'une manière quotidienne. Donc, il y a tout un programme chiffré avec des indicateurs, avec des échéances qui sont court-termistes. Nous avons par exemple sur tout ce qui est efficacité énergétique, où on doit passer au LED à 100% au niveau de nos ports d'ici 2026. Nous avons l'année prochaine, l'année qui va suivre, 2026, on aurait atteint cet objectif. Nous travaillons pour un petit peu accompagner l'offre Maroc pour l'hydrogène vert, notamment au niveau du port de Tantane, avec le lancement d'une grande étude pour un petit peu voir la faisabilité de l'extension de ce port, ou carrément créer un nouveau port, parce que c'est parmi les ports qui ont été identifiés par cette stratégie. Il y a également tout ce qui est à l'intégration de tout ce qui est dessalement de l'eau de mer pour être autonome en termes de consommation, parce qu'avec la sécheresse qu'on connaît, nous essayons
en tout cas d'être parmi les acteurs qui participent à l'efficacité hydrique de notre pays et d'être autonome. Comme ça va nous permettre, parce que les ports, notamment les ports de pêche, ils consomment énormément de l'eau. Donc, on essaie un petit peu de mobiliser tout ce qui est non conventionnel à travers les désalement de l'eau de mer, de déminéralisation des eaux saumâtres, ou carrément la réutilisation de tout ce qui est avec dans le cadre de l'économie circulaire, la réutilisation des eaux usées pour tout ce qui est arrosage des espaces verts et les eaux de process. Ça va nous permettre un petit peu de réduire notre facture en termes de consommation d'eau et aussi être en alignement avec les différentes orientations par rapport à cette situation qu'on vit actuellement. Il y a aussi un aspect qui est très important par rapport à cette empreinte carbone, c'est qu'on essaye d'être en résilience parce que les changements climatiques nous sont en plein fouet et les ports, ils sont sur le littoral et l'impact des changements climatiques, on le subit en plein fouet. Et ce sont nous les premiers qui, qui souffrent de ça. C'est une réalité, je ne vous cache pas que c'est une réalité, la remontée des eaux de mer, etc. C'est une réalité, il ne faut pas le nier. Et on essaie d'adapter nos infrastructures par rapport à ces changements-là, par l'équipement de notre port, par un ensemble des équipements qui permettent la mesure en temps réel de tout ce qui est paramètres océanographiques. Ça va nous permettre de donner des paramètres pour être agile par rapport à ce qui peut venir. Aussi, on adapte nos infrastructures portuaires pour qu'on puisse prolonger davantage leur durée de vie. Et ça va permettre à ces ports-là de vivre encore des années et des années parce que les ports, ce sont des infrastructures qui sont dimensionnées pour qu'ils soient vivants à plus des années. Le port de Casablanca, il a plus que 110 ans. Euh, et donc, notre objectif, c'est de prolonger davantage la durée de vie de nos ouvrages en mettant en place tout ce qu'il faut et pour être résilient et agile par rapport au changement climatique, aussi aux différentes crises qui peuvent survenir. Voilà un petit peu quelques éléments. J'espère que cette intervention sera bénéfique et donnera un aperçu, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'assistante qui est avec nous. Merci. Merci beaucoup, Mohamed. J'appelle le directeur central au sein de l'Agence nationale des ports. Effectivement, on a eu une photographie un peu complète de comment s'étale votre stratégie aujourd'hui. Et puis, on voit bien également en matière d'environnement et de questions en matière de durabilité que cette question elle est prise sur différents volets au niveau des ports marocains. Alors justement, on va passer à la séance des questions-réponses. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions de la part du public. Peut-être commencer avec vous, Madame Nana Refas, qui est restée avec nous depuis le début. Vous êtes, je rappelle, donc directrice des transports au sein de la SNTL. On a une question justement sur tout ce qui est durabilité, tout ce qui est environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie à horizon 2030, elle prend bien en compte cette considération environnementale? Alors, on va poser la question à Monsieur Adil Bailly, et peut-être vous, au sein de la SNTL, c'est un sujet sur lequel aussi vous êtes mobilisé? Oui, bien sûr. Comme je vous expliquais au début, les grands chantiers aujourd'hui, la SNTL s'inscrit dans ce qui est orientation royale, vision stratégique du Maroc. Excusez-moi. Et donc forcément, le chantier de tout ce qui est développement durable, décarbonation, durabilité, c'est bien sûr s'inscrit dans les chantiers prioritaires et primordiaux, notamment par le biais de, comme je vous ai dit, la première action qui a le plus grand impact dans ce qui est durabilité, c'est vraiment l'optimisation des flux de transport. Optimiser à vraiment, même si on parle de grands chantiers aujourd'hui dans le transport routier, l'optimisation est vraiment le plus grand, la plus grande action de réduction d'empreintes, etc. carbone. Ensuite, bien sûr, on a lancé, comme je vous ai dit, une étude de décarbonation de l'ensemble des activités de la SNTL. Donc, ça passe par l'accompagnement de la flotte de l'État qu'on gère, la flotte de transport qu'on a, nos partenaires et bien sûr l'ensemble des activités transverses de la SNTL. L'action a été faite depuis 2022 sur l'acquisition d'une nouvelle flotte d'Euro 6.
tout ce qui est action préventive, maintenance préventive, corrective, prédictive de notre flotte et aussi la sensibilisation de nos partenaires dans ce type d'action. On est en train de faire un bilan aussi, de penser à un bilan carbone, tout ce qui est outils embarqués, donc GPS, consommation, tout ça pour optimiser aussi bien les carburants que les flux. Donc en effet, la SNTL est vraiment engagée dans ce sens-là. Adel Baï, bon, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, lors de votre présentation, la question de la durabilité, elle s'inscrit en plein cœur dans ces stratégies, notamment à travers les moyens de transport, le train, autres, qui sont largement des objectifs sur le moyen et long terme en termes de financement et de projet. Mais est-ce qu'il n'y a que ça en termes de projet ou est-ce qu'il y a d'autres volets sur la question de la prise en charge de la durabilité? Alors, c'est effectivement l'un des axes, on va dire transversal, qui concerne un petit peu tous les modes de transport, parce que le sujet de la durabilité ne concerne pas que le chemin de fer, ni le transport routier, c'est un sujet vraiment qui concerne l'ensemble des modes de transport, y compris l'aérien et le maritime. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un objectif de réduction des gaz à effet de serre, c'est aussi un enjeu économique qui se présente. Nous avons un engagement formel dans le cadre de l'accord de Paris pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cela passe bien sûr par le verdissement de nos moyens de transport, sachant que le secteur de transport est émetteur de 25% à peu près du volume total des gaz à effet de serre qui sont émis par le Maroc. Il y a aussi le fait que aujourd'hui les organismes internationaux tels que l'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, donc qui impose un objectif en termes d'utilisation des fuels plus propres. Et déjà, l'Union européenne a imposé un seuil à mettre dans les réservoirs. Le maritime, pareil, donc il y a des seuils progressifs qu'il va falloir respecter. Donc c'est ceux correspondent à des quantités minimales qu'il faut en termes de pourcentage qu'il faut mettre dans les réservoirs, donc qui sont des carburants propres. Donc il y a un enjeu économique. Si bien sûr cette durabilité n'est pas prise en compte réellement et effectivement au Maroc, donc c'est un manque à gagner pour nous, c'est un risque de perte de compétitivité. Et donc aujourd'hui, c'est plus qu'un sujet environnemental, mais c'est aussi un sujet économique. Alors pour ça, il y a une idée de base, bien sûr, qui est les gens ont besoin de se déplacer, ils vont continuer à se déplacer. Maintenant, comment se déplacer d'une manière différente qui permet justement d'atteindre nos objectifs climatiques. L'idée de base, c'est de développer le transport en commun, tout le monde confondu. C'est dans ce sens que nous voulons renforcer le transport ferroviaire pour qu'il devienne l'épine dorsale du transport des citoyens marocains, avec bien sûr des objectifs de développement de réseaux qui sont très clairs, des objectifs de réseaux régionaux de proximité, donc avec des objectifs très importants en termes de shift modal, donc pour basculer les gens de l'utilisation de la voiture personnelle vers l'utilisation des transports collectifs. Et il y a également sur la partie route ce projet Safe Autocar très ambitieux, donc qui va permettre d'assurer une certaine complémentarité entre la route et le chemin de fer. Donc on ne veut pas qu'il y ait de concurrence entre les modes, il faut que ces modes soient complémentaires. Et donc notre idée, c'est de faire du transport ferroviaire une sorte de colonne vertébrale du transport de masse des personnes, avec un transport routier complémentaire, donc qui va permettre de se positionner sur un autre segment du transport de passagers, mais de façon plus massifiée et plus propre, avec des exigences bien sûr de durabilité.
Donc, ça, c'est par rapport au développement du transport public. Maintenant, l'instrument de déplacement lui-même, il faut qu'il se base sur des sources propres. Aujourd'hui, 90% des déplacements, 90% de l'énergie électrique utilisée dans le TGV, c'est une énergie propre, c'est-à-dire qui vient des éoliennes. Donc déjà, il y a la source d'énergie qui est propre, il y a un objectif en termes de massification de transport, c'est-à-dire développement du transport public, et il y a bien sûr tout ce qu'on essaie de faire pour s'aligner sur les exigences internationales en matière de transport maritime et aérien. Et la partie réglementaire également, on essaye on va dire, de renforcer notre arsenal juridique. Nous avons cette année l'entrée en vigueur de la norme Euro 6 pour les véhicules. Donc, il y a trois aspects, on va dire, d'intervention. Il y a un aspect réglementaire, donc pour imposer des normes plus propres, qui vont dans le sens de verdir les transports. Il y a un aspect sur l'instrument de transport lui-même, donc les moyens, il faut qu'ils utilisent des énergies donc, propres, qui viennent de sources propres. Il y a un troisième volet sur le comportement de déplacement des gens, de façon à ce que notre objectif en termes de durabilité corresponde plus à un objectif de changement à apporter en termes de mobilité, en termes de comportement de mobilité des personnes. Et pour ça, il faut bien sûr, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avant l'entrée en service du TGV, il y avait bien sûr la connexion routière entre Rabat et Tanger. Et c'était le principal mode de déplacement entre Rabat et Tanger. C'était l'autoroute, donc essentiellement des voitures individuelles, avec un taux de remplissage des véhicules qui n'est pas très grand, à peu près 2 à 3 personnes par véhicule maximum. Ce qui fait que ça faisait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, parce que justement le seul choix, ou bien le choix le plus efficace pour les gens, c'était la voiture. Aujourd'hui, avec le service de ligne grande vitesse entre Rabat et Tanger, l'autoroute est pratiquement vide. Il n'y a que quelques camions qui circulent et quelques voitures. Donc, on a réussi à pousser les gens aujourd'hui. Je connais des ministres qui, pour aller à Tanger, ils prennent le TGV. Donc, aujourd'hui, nous avons réussi ce challenge de créer un changement dans la façon de se déplacer des gens. Et c'est ça le cœur de notre vision pour la durabilité, c'est pousser les gens à changer leur façon de déplacement en allant vers le transport collectif, en massifiant les transports. Donc, et pour faire ça, il faut vraiment plusieurs mesures. D'abord sur le service lui-même, il faut qu'il y ait une réelle préférence pour aller vers un service de transport public. Et si ce service n'est pas d'une bonne qualité et d'une sécurité garantie, eh bien les gens n'iront pas. C'est le même objectif qu'on vise à travers le train RER qui, lui, va bien sûr déplacer des millions et des millions de personnes autour des agglomérations, parce que le gros, ce n'est pas des déplacements occasionnels, mais c'est des déplacements quotidiens des gens qui vont être pris en charge. Et là, c'est une niche énorme de gains en durabilité. Ça, c'est le transport ferroviaire. Nous travaillons également sur un sujet très important qui est les carburants alternatifs. Donc, nous sommes en partenariat avec la République de l'Allemagne et la République du Japon. Nous avons déjà engagé ensemble un dialogue très intéressant sur les e-fuels, parce que aujourd'hui, la voiture électrique pour le transport routier, c'est quelque chose qui commence à s'imposer. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut rester ouvert. Donc, pour le même objectif, on peut le réaliser soit en moyennant une voiture électrique ou moyennant une autre source d'énergie qui
alimenterait les moteurs thermiques des voitures, mais qui est neutre en termes d'émissions de carbone. Et donc, globalement, un petit peu, c'est des initiatives. Je ne peux pas dire que nous avons une vision claire sur la mobilité durable à l'échelle du Royaume, mais il y a plusieurs initiatives très intéressantes qui donnent déjà des résultats. J'ai parlé de tout ça. Ce que nous voulons faire, c'est justement créer un alignement entre tout le monde, tous les acteurs de la mobilité et du transport au Maroc, via une nouvelle charte qui va être la charte de la mobilité durable au Maroc. C'est un travail que nous avons déjà lancé avec une équipe d'experts pour élaborer, on va dire, une nouvelle charte, comme la charte de l'investissement, la charte de la santé, etc. Donc, on ne sait pas si ça va être une sorte de document réglementaire ou juste un document, on va dire, qui matérialise un engagement. En tout cas, nous, on essaiera de lui donner la force la plus grande possible, idéalement via un texte de loi. Comme l'ont fait la France, ils ont la loi d'orientation des mobilités. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est disposer de cette charte, de cette nouvelle charte, qui, elle, fixera des objectifs à long terme pour l'ensemble des intervenants qui seront alignés sur un objectif commun, des principes communs, et qui va constituer notre référence en matière de durabilité dans les transports. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives. J'ai essayé de les résumer tout à l'heure, mais pour dire qu'on a une vision, honnêtement, c'est quelque chose sur laquelle on travaille encore, et nous voulons qu'elle soit, on va dire, qu'elle ait la plus grande force possible, qu'elle soit opposable en fait à tout le monde, idéalement sous forme d'une loi cadre ou d'un texte réglementaire. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Et j'ai beaucoup aimé une question, il y en avait beaucoup, mais j'ai une question en particulier qui peut s'adresser à tout le monde et elle nous vient de Hicham, qui nous pose la question à chacun d'entre vous, quelles sont vos 2 priorités ou les 2 chantiers peut-être marquants dans les 2 prochaines années? Si vous devez faire un choix, alors j'imagine c'est compliqué. Qui veut se lancer dans le bain? Mohamed Jaja? Nadar Fas? Mohamed Ah oui, Jaja? bon, pour nous, en ce qui concerne l'AMP, je vais parler de l'AMP, c'est pas mon chantier personnel. En tout cas, j'ai beaucoup de chantiers sur le personnel. Mais par rapport à l'AMP, il est en veille de la transformation en SA. Nous sommes parmi les agences ou les offices de l'État qui sont aujourd'hui, qui deviennent sous le tutelle de l'Agence de participation de l'État. Et nous avons l'obligation réglementaire d'être transformés en SA au plus tard juillet 2026. Donc nous avons, il y a beaucoup d'échéances en tout cas derrière moi. Donc c'est un chantier qu'on doit réussir. Nous avons commencé l'étude, on essaie d'y aller contre la montre pour qu'on puisse être au rendez-vous. Et qui dit une transformation en SA, c'est tout un travail sur le changement de mindset des gens, déjà, sur tout ce qui est texte réglementaire, tout ce qui est, je dirais, une transformation radicale de la manière de faire. Et bien évidemment, le SA, ça va ouvrir d'autres opportunités, d'autres horizons pour le secteur. Et c'est une chose qui est très importante, ça va nous permettre d'être plus agiles et beaucoup plus résilients en termes de gestion des ports. Cette transformation, bien évidemment, va transformer davantage nos ports. Voilà en quelques mots notre chantier prioritaire d'ici juillet 2026. Nadar Fas, le ou les 2 chantiers prioritaires jusqu'à 2026 selon vous? Alors, pour la SNTL, on a en fait, comme je le dis depuis tout à l'heure, un des 2 chantiers les plus prioritaires, c'est bien cette transformation digitale qui englobe donc automatisation, tout ce qui est numérique, investissement, tout ce qui est équipement embarqué, etc. Mais Pardon, ça, je ne peux pas résister aux questions parce qu'on l'a beaucoup posé, enfin en tout cas du côté du public, on a beaucoup posé de questions sur l'IA. J'ai essayé de l'éviter, mais justement l'IA, vous êtes dessus, c'est quelque chose qui est étudié en tout cas?
en matière d'automatisation? C'est étudier, être dessus, pas encore vu toutes les répercussions et les contraintes et risques que ça peut entraîner. Ce qu'il y a, Oui, c'est qu'on est aujourd'hui sur une logique très simple qui est transformation digitale, automatisation implique analyse big data, implique des appareils, tout ce qui est, par exemple, pour simplement tout ce qui est GPS développé, oui. outils donc de gestion du flux complet de l'opération, notamment par des TMS, WMS. Donc, on est plutôt sur cette logique-là, afin de pérenniser l'activité, de fiabiliser, de permettre un service au mieux. Et c'est en ça que je vous disais que ce chantier prioritaire pour nous de la transformation est le grand chantier, mais il implique par la suite un certain nombre de d'actions, notamment la modernisation de la logistique, parce que en investissant dans la transformation digitale, on modernise donc le domaine, l'opération, on s'inscrit dans une compétitivité qui s'inscrit aussi dans ce qui est orientation nationale, donc notamment dans le développement du littoral atlantique. Donc en fait, ce gros chantier, il découle de lui plusieurs autres chantiers, je ne vais pas dire moins importants, mais c'est en fait une suite logique. Donc, par la transformation digitale, on arrive sur tout ce qui est optimisation, développement donc du service, amélioration du service, amélioration de l'expérience donc transport. Voilà, je dirais plutôt ça. Adil Bahi, alors vous, j'imagine que vous, tout est prioritaire presque, mais s'il y en avait un ou deux des chantiers prioritaires d'ici les 2 prochaines années? Alors, je dirais par rapport aux infrastructures, il y a le TGV, RER et les aéroports. Donc, hub de Casa et autres aéroports. Sur la partie infrastructure. Sur la partie, on va dire, euh, plus politique, nous avons cette charte nationale de mobilité qu'on devra non seulement sortir, mais convaincre tout le monde d'y adhérer. Donc, voilà les deux principaux chantiers, à mon avis. Bien sûr, il y a une priorité, mais qui n'est pas en relation avec le contexte, c'est une priorité permanente. C'est que les services de transport puissent continuer à fonctionner efficacement, sans rupture qui perturberait la vie des gens et la vie économique du Maroc. Donc, maintenir les services, priorité permanente. Mais la priorité d'aujourd'hui, c'est-à-dire du contexte d'aujourd'hui, c'est les chantiers infra, RER et TGV et aéroports. Et sur la partie politique, c'est, comme j'ai dit, la nouvelle charte, qui non seulement il va falloir la produire, mais aussi convaincre les gens pour qu'ils soient tous alignés dessus. Voilà. Bon, on l'a bien compris, plein gaz donc sur cette stratégie 2030 qui est bien lancée avec plusieurs défis, notamment celui de la durabilité. Merci beaucoup, Nada Rafas. Je rappelle que vous êtes directrice des transports au sein de la SNTL. À très bientôt pour un prochain webinaire de la Chambre britannique. Merci à vous. Mohamed, Merci. merci beaucoup également. Je rappelle que vous êtes directeur central au sein de l'Agence nationale des ports. À très bientôt. Merci pour l'invitation et bon courage. Merci également à Adil Bahi. Je rappelle Merci directeur à de vous. et de la coordination au ministère du Transport. Ce webinaire était le vôtre et reste le vôtre, bien sûr, à revisionner sur la page YouTube de la Chambre britannique. On remercie bien sûr le transport, l'OCP, Spirit, Kutubia, Africa Gaz, ainsi que l'ANP, bien évidemment, et puis Assura et RMA. On se dit à très bientôt pour un prochain webinaire de la Chambre britannique. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.